Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US spécial PIB américain et canadien. Yoav Nizar, très heureux donc de vous retrouver en ce vendredi 28 juillet 2017. Et donc en effet, le taux de croissance aux États-Unis au deuxième trimestre vient de tomber et il est décevant. Et oui, il est tombé, il est ressorti à 2,6%, inférieur aux attentes du consensus à 2,7%. On en parle dans un instant. On analyse tout de suite la réaction de l'euro-dollar et également de l'USD4 puisque le taux de croissance canadien vient également de tomber. Mais avant cela, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Et je vous rappelle donc également que vous disposez du chat. Vous êtes nombreux à être présent sur le chat également. Bonjour à chacun d'entre vous, donc n'hésitez pas à réagir et à laisser vos commentaires et poser vos questions, j'y reviendrai bien sûr tout au long de ce webinaire. Alors le trading avec effet de levier sur le Forex comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur. Avant de commencer à trader sur le Forex, veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience, ainsi que votre goût du risque. Le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le Forex et consulter un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. Alors, je vois de nouvelles personnes qui participent à ce webinaire, donc bienvenue. Et donc l'euro-dollar qui accélère et qui rebondit suite à cette décevante statistique aux États-Unis, logique. Donc le dollar américain qui est fragilisé depuis de nombreuses semaines par la politique monétaire accommodante de la Fed est une nouvelle fois impacté par une décevante statistique, alors que pourtant hier, en effet, il y a une statistique de second rang qui a eu vocation à soutenir le dollar américain. Je rappelle que les commandes de biens durables ont nettement battu les attentes du consensus. On l'a suivi ensemble hier, puisque les commandes de biens durables sont ressorties à 6,5% aux États-Unis, ce qui a permis également donc à l'euro-dollar de reprendre son souffle sous l'effet d'une prise de bénéfices notamment, mais l'euro-dollar reste bien orienté. Et comme vous le voyez, je l'ai mis en pointillé rouge sur mon graphique, ce seuil à 1,1715 qui est tout simplement le point haut de l'euro-dollar effectué en août 2015. Alors ce point haut qui a déjà été franchi cette semaine et le marché est en train tout simplement d'effectuer une clôture hebdomadaire au-dessus de ce seuil. Alors, il y a également eu l'indice PCE aux États-Unis qui est ressorti à 0,9%. L'indice PCE qui est ressorti très exactement à 0,3%. À 0,9%, c'est l'indice PCE Core, donc sous-jacent. Je rappelle donc pour les auditeurs qui ne savent pas, l'indice PCE est également une statistique importante qui est donc relative à la consommation des ménages aux États-Unis. En tout cas, donc après ces deux décevantes statistiques, le dollar est de nouveau vendu et l'euro-dollar poursuit sa hausse, il poursuit son rebond et donc se rapproche un peu plus des 1,18, bien qu'il y ait encore de la marge avant d'atteindre ce seuil. Passons donc à présent au taux de change USD-CAD. Le taux de change USD-CAD et l'inflation et le taux de croissance justement a vaincu les attentes du consensus et comme vous le voyez, cette magnifique bougie baissière en donnait 15 minutes sur l'USD-CAD et regardez le RSI qui s'enfonce en effet, car mauvaise statistique du côté des États-Unis, mais bonne statistique du côté du Canada, puisque le taux de croissance est ressorti au mois de mai à 0,6% et c'est largement supérieur aux attentes du consensus qui l'anticipait tout simplement à 0,2%. Donc en rythme mensuel bien sûr. En rythme annuel, le consensus attendait à 4,1% et les statistiques sont également satisfaisantes du côté du Canada. Donc accélération de la croissance canadienne et le taux de change USD-CAD donc qui s'enfonce un peu plus et qui se replie, qui confirme son repli sous les 1,2556. On repasse en données journalières car en effet le pullback a finalement pris forme, le pullback dont je parlais hier sous les 1,2556 et le marché se dirige de nouveau vers les 1,2438 $ canadiens. Donc deux choses l'une, soit le marché rebondit immédiatement sur les 1,2438, auquel cas ce sera un range, un rectangle entre 1,2556 et 1,2438, soit au contraire le momentum baissier accélère, comme le montre d'ailleurs l'indicateur RSI, et le taux de change USD-CAD casse donc ce support
ce qui est un scénario envisageable et auquel cas ma cible moyen long terme se situe à 1,2218 dollars canadiens. Le dollar canadien qui est également soutenu par la remontée du cours du pétrole, le cours du pétrole qui travaille, qui teste sérieusement et qui envisage sérieusement les 50 dollars, le seuil à 50 dollars le baril de WTI. Alors, n'hésitez pas à me confirmer que le son image fonctionne bien. Visiblement, Laurent a un petit souci de son, c'est peut-être de votre côté, mon cher Laurent, car de mon côté, tout est OK et on confirme sur le chat que tout est bon. Donc n'hésitez pas peut-être à réactualiser votre page. En tout cas, visiblement, tout est parfait. Donc je vous remercie. Merci François, Michel, plusieurs François d'ailleurs. Donc merci à vous tous. Voilà donc pour le taux de change USD CAD, vous avez mon scénario, donc le pullback a pris forme, le prochain pivot est ce support à 24,38, donc soit le marché rebondit sur ce niveau et auquel cas nous aurons affaire à un range, mais au vu de l'accélération baissière du RSI, on pourrait s'attendre à une cassure, en tout cas le signal baissier serait relancé à la cassure des 24,38. Voilà pour le taux de change USD CAD, on va passer à l'USD Yen car l'USD Yen était l'une des paires à suivre ce vendredi, car il y a eu d'importantes statistiques publiées la nuit dernière au Japon. Le taux de chômage a de nouveau baissé à 2,8%. Les dépenses de ménage ont augmenté à 2,3%. L'inflation, qui était la statistique majeure attendue au Japon, a une nouvelle fois déçu, puisqu'elle s'est stabilisée à 0,4%. L'inflation japonaise qui ne bondit pas. Il y avait une autre statistique importante puisqu'il s'agissait des ventes au détail, qui sont ressorties à 2,1%. C'est en dessous des 2,4% espérés par le consensus. Et finalement, malgré ces statistiques, on va dire, peu mitigées, puisque bon, le taux de chômage baisse, mais bon, le marché regarde surtout l'inflation au Japon. Finalement, l'USD Yen, j'ai envie de dire, a presque logiquement tenu son support à 110,81. Logiquement, car comme je l'expliquais, l'inflation a été décevante. Le marché sait que le marché, que l'emploi, que le marché de l'emploi japonais va bien. Mais en revanche, là où le bas blesse, c'est l'inflation japonaise. Et donc, c'est presque logique que l'USD Yen a tenu ce support à 110,81. En revanche, il le tient également après cette mauvaise statistique américaine. Donc, dans ce contexte, un rebond pourrait avoir lieu sur le taux de change USD Yen qui pourrait se rediriger en swing trading vers cette résistance à 111,80 yens. J'affine simplement en 4 heures car formation d'un triangle, le marché donc pour le moment tient ses niveaux de support et résistance oblique et tente un rebond. Donc une sortie en 4 sorties par le haut, un retour sur les 111,80 serait bien sûr le scénario envisagé par moi-même. Alors voilà pour l'USD Yen, on va parler, puisque nous sommes sur le Forex, du GBP USD. Le GBP USD qui rebondit après un repli technique hier. Le GBP USD qui hier a franchi un nouveau plus haut annuel, donc qui pourrait finalement, on va dire, être la première entaille afin de relancer une tendance haussière, qui reste soutenue par une droite de tendance haussière d'ailleurs, notamment en données hebdomadaires. Donc le marché certes a du mal peine à franchir cette résistance hebdomadaire à court terme à 1,31, qui est le niveau de résistance donc à surveiller sur le GBP USD. Mais en revanche, comme j'ai expliqué, le marché est sur une bonne dynamique. Alors certes, le momentum est lent, le momentum se stabilise, mais finalement, la tendance reste haussière sur le GBP USD. Et donc, finalement, je maintiens un retour sous les 1,3297, cette zone 1,3297, 1,33. Alors bien sûr, passer tout de suite à l'achat ne permettrait pas, selon moi, d'optimiser son risque. En revanche, attendre l'éventuelle cassure, franchissement des 1,31, permettrait peut-être un peu plus de gérer son risque de manière plus convenablement. Alors voilà donc pour le GBP USD. Un mot sur le RGBP qui n'est pas directement impacté par l'évolution du dollar américain et par les statistiques américaines.
Mais voilà, j'ai une question sur Twitter. On me demandait un mot sur l'euro GBP. D'ailleurs, j'en profite pour saluer cet abonné. N'hésitez pas justement avant les webinaires de me faire part de vos questions. Si vous avez un actif particulier sur lequel que vous souhaitez justement que j'y revienne, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Twitter, @yoavnizar. Alors très belle configuration sur l'euro GBP. Alors je vais commencer par le commencement comme on dit. Ce graphique hebdomadaire, il nous indique un pullback sur les 0,8870, juste au-dessus en tout cas des 0,8870. D'ailleurs, on voit que le marché a tenu donc au point près quasiment ce support, cette zone 0,8870, 0,8896. Le marché rebondit immédiatement et donc se dirige à présent vers cette résistance à 0,9025. Donc en données hebdomadaires, on voit que le contexte est haussier à court terme. En données journalières, c'est également une très belle configuration car nous avons, alors je retire simplement ces seuils qui sont pour le moment caducs. Voilà, magnifique support qui est en train d'être formé, qui est formé sur l'euro GBP en données journalières à 0,8936. Donc dans ce contexte, bien sûr, l'euro GBP est haussier. Attention du coup au repli technique du GBP USD, mais en revanche, je pense plutôt que sur l'euro GBP, je pense que c'est l'euro qui influence l'avancée de ce taux de change. Je pense que la livre sterling n'y est pour rien, puisqu'on voit que la livre sterling se stabilise finalement, mais c'est surtout, selon moi, l'euro et la forte avancée de l'euro donc ces dernières semaines. Malgré une BCE accommodante la semaine passée, on l'a suivi ensemble, l'euro reste fortement bullish, fortement haussier, et selon moi, en effet, l'euro GBP pourrait atteindre dans les prochaines séances, à court moyen terme, swing trading, tout d'abord, bien sûr, ce seuil symbolique à 0,90, qu'il a quasiment atteint lors de la séance de vendredi dernier, avec son plus haut à 0,8995. Donc on voit que pour le moment, le marché finalement se replie sous ce seuil un peu psychologique, ce seuil symbolique, mais selon moi, en tout cas, cette zone à 0,90, 0,9025 est envisageable dans les prochaines séances sur l'euro GBP. Voilà, j'espère vous avoir répondu, cher abonné Twitter. Voilà donc pour l'euro GBP, un mot sur le Bitcoin. J'avais promis que j'allais en parler puisque le Bitcoin coté en dollars est bien sûr impacté par cette statistique américaine, par le taux de croissance américain et par l'évolution du dollar américain. Alors que nous dit le Bitcoin? Eh bien, le Bitcoin a finalement rebondi et de belle manière hier puisqu'il a clôturé en données journalières par un plus haut. Alors ce n'est pas un Marubotsu parce que le corps de la bougie n'est pas assez large, n'est pas assez haut, mais le marché atteint et retrouve cette résistance à 2785 $. Donc c'est bon signe pour les stratégies haussières. Repli technique, léger repli technique comme le montre cette petite mèche supérieure, mais ce qui est logique. Sous un niveau de résistance, c'est normal qu'il y ait des prises de bénéfices, des take profits qui sont activés. Alors tout simplement, la prochaine stratégie sur le Bitcoin est tout simplement, comme je le dis souvent, de gérer donc ce niveau, ce seuil à 2785 $. Donc soit jouer la baisse tout de suite sous résistance, mais au vu finalement du mouvement ascendant, ça pourrait être risqué, mais finalement cohérent selon l'analyse technique. Soit stratégie plus prudente selon moi, d'attendre l'éventuel franchissement en clôture bien sûr des 2785 pour se positionner, pourquoi pas, pour se positionner donc, en tout cas dégager une stratégie haussière sur le Bitcoin, donc seulement en cas de franchissement des 2785, auquel cas les 3000 points seraient ma cible. Voilà. Le Bitcoin, donc, qui est sous résistance. Données 4 heures également, 2785 qui est un seuil intéressant, un seuil majeur. Et donc le Bitcoin qui, d'un point de vue finalement fondamental, je rappelle qu'il a été soutenu la semaine passée également
par la résolution BIP 91 et donc la mise à jour Segwit DX qui a vocation justement à soutenir le cours du Bitcoin. Un article sera mis en ligne dans quelques minutes sur le site dailyfx.com/français. Passons à présent à Wall Street pour analyser la réaction des bourses américaines suite à cette statistique. Le Dow Jones, et ensuite je passerai aux questions. Je vois qu'il y a quelques questions, donc n'hésitez pas à laisser vos questions. Le webinaire avance, donc c'est le moment. Alors, le Dow Jones, bon, qui reste orienté à la hausse. Que dire de plus? Certes, un repli technique sous les 21 800 points. Je continue de penser qu'à moyen long terme, les 22 000 points sont bien sûr atteignables. Regardez, lorsqu'on regarde ce graphique hebdomadaire, c'est clair que cet objectif, finalement, c'était même pas mon objectif, hein, c'est l'objectif de l'analyse technique. Je veux dire, que ce soit à court terme, moyen ou long terme, la tendance est haussière. Certes, repli technique, si l'on regarde les bougies 4 heures, probablement. Voilà, même pas. On voit qu'il y a un fanion qui prend forme. Fanion qui est une figure de continuation, donc ce qui renforce notre, en tout cas mon sentiment haussier, ma conviction haussière sur le Dow Jones. Voilà. Je pense que tout simplement sur le Dow Jones, je pense qu'il faille simplement attendre le bon moment, le bon repli et le bon niveau de support pour entrer en position. Ça pourrait être à 21 737. Vous voyez, le marché a formé un support. Il s'est servi donc de son point haut de cette bougie de mercredi à midi, cette bougie 4 heures, pour former un seuil d'inversion de polarité, donc un support. Comme j'ai expliqué, fanion également en 4 heures. Donc que ce soit du court terme, moyen ou long terme, je reste haussier. Et j'ai envie de dire agressivement haussier sur le Dow Jones. D'ailleurs, l'indicateur sentiment du positionnement des traders IG Market indique également un signal haussier, il y a un fort signal haussier, puisque notamment sur le S&P 500, dont le graphique arrive dans un instant, le ratio des traders particuliers vendeurs est fortement élevé, et je rappelle que l'indicateur sentiment est un indicateur contrarien, et donc dans ce contexte, Wall Street conserve son potentiel de hausse à court et moyen terme. Je mets pour les nouveaux venus le lien de l'indicateur sentiment. Vous pouvez le retrouver donc sur dailyfx.com/français. Et voici donc le lien, le guide explicatif, afin de retrouver donc finalement tous les signaux donnés par ce fort indicateur. S&P 500 enfin, et ensuite je passerai aux questions. S&P 500 qui se replie, mais qui ne casse pas son support à 2470 points, donc c'est bon signe. Et également à court terme, objectif d'un retour sur cette résistance à 2480 points. J'espère que cette résistance est visible pour vous en données journalières. Et objectif moyen-long terme à 2500 points pour le S&P, également soutenu donc par l'indicateur sentiment, comme je l'expliquais il y a un instant, mais soutenu également par l'analyse technique et l'analyse fondamentale. En effet, finalement, le Dow Jones, j'ai envie de dire qu'il tire profit presque de ces mauvaises statistiques, tant le dollar est impacté, tant le dollar est faible, et tant le dollar pourrait de nouveau finalement poursuivre son mouvement baissier. Et donc en effet, Wall Street salue tous ces événements, tout ce contexte finalement fondamental, technique, et donc qui est également soutenu par l'analyse contrarienne donnée par l'indicateur sentiment. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex, Wall Street et également Bitcoin. Un mot peut-être sur le cours de l'once d'or, pour lequel ma stratégie est haussière. Et donc cette stratégie haussière est maintenue bien sûr après ce nouveau repli du dollar américain. Il y a bien eu ce pullback sur les 1257 $, et le marché, bien qu'il teste à présent une ancienne droite de tendance haussière,
le marché selon moi pourrait à moyen long terme retrouver les 1295 $. Cette zone 1295, 1300 $. Le cours de l'once d'or, comme on le dit hein, souvent en analyse technique, une droite de tendance ne meurt jamais. Bah, c'est le cas. Vous voyez, une droite de tendance qui jouait un rôle de support joue à présent un rôle de résistance et ralentit, freine la progression du cours de l'once d'or, qui reste toutefois haussier. Je tiens à le signaler. Voilà pour le cours de l'once d'or, on passe aux questions. Je vois qu'il y a des questions notamment sur l'euro-dollar de Georges. Bonjour mon cher Georges. Alors, question de Georges. Bonjour Yoav, quel point d'entrée pourrais-tu suggérer pour entrer long sur l'euro-dollar? Alors sachez que je ne donne aucun conseil concernant le money management. Je suis pas habilité à le faire malheureusement. Heureusement même, j'ai envie de dire. Et donc, toutefois, ce que je peux vous dire, mon cher Georges, ce sont les points techniques qui pourraient faire réagir les marchés. Ben voilà, le marché déjà a rebondi, hein, comme j'ai expliqué, sur ce niveau de support à 1,1683. Je pense que la stratégie haussière, selon moi, serait relancée au passage, à l'éventuel passage bien sûr des 1,1740. Cette zone finalement, cette zone au franchissement de ces points hauts effectués cette semaine, donc cette zone entre 1,1735 et 1,1780, qui est, rappelons-le, de nouveau plus haut pluriannuel hein, depuis 2 ans et demi quasiment, depuis janvier-février 2015, depuis que la BCE ait lancé son quantitative easing il y a presque 3 ans maintenant. En effet, hein, puisque là, le marché travaille, ces points hauts et une résistance commencent à prendre forme. Donc rentrer tout de suite à l'achat ne serait peut-être pas recommandé par l'analyse technique, mais en tout cas, au franchissement de cette zone précitée, en effet, la hausse, le signal haussier pourrait être relancé, selon moi en tout cas. Alors, Jacques, une question sur money management également. Bonjour sur Forex en général, quelle distance faut-il respecter pour un stop loss, surtout pour l'euro-dollar? Alors, sans donner de conseils en money management, les statistiques montrent que nos statistiques montrent qu'un trader gagnant est généralement un trader qui place finalement son stop limit à une distance au moins 2 fois éloignée que son stop loss. C'est-à-dire mettre un stop limit plus proche que le stop loss, finalement n'aurait aucun sens. On aurait moins à gagner, on aurait plus à perdre qu'à gagner. Donc il faudrait qu'il y ait au moins, je dirais, un pip engagé pour un pip espéré. Mais finalement, bon, si c'est le cas, tel est le cas, bon, j'ai envie de dire, c'est presque une chance sur deux. Finalement, c'est presque du pile ou face, comme un de mes amis me l'expliquait autrefois. Mais toutefois, en effet, ce qui permettrait vraiment d'optimiser et d'avoir un bon ratio risque-reward ratio, c'est d'avoir donc un ratio 2 pour 1, c'est-à-dire espérer gagner 2 pips et en engageant un pip. Alors bien sûr, on ne les place pas juste en se disant je les place de manière aléatoire. On place ces niveaux généralement de stop loss et take profit sur des niveaux de support et résistance, ou également de droite de tendance, hein, qui sont des supports et des niveaux de support et résistance. Typiquement, prenons un exemple sur l'euro-dollar. Si par exemple vous souhaitez jouer une baisse tout de suite sur cette résistance qui prend forme sous les 1,1735, si vous souhaitez par exemple viser un retour sur les 1,1683 et placer votre stop loss juste au-dessus des 1,1735, là vous aurez un bon risk-reward ratio. Mais en effet, le risque est que le marché touche à peine donc votre stop et retombe. Donc en effet, le money management est un exercice compliqué. D'ailleurs, je vous invite à tester vos stratégies de money management et vos stratégies de trading sur vos comptes de démonstration IG Market, puisque comme vous le savez, en vous inscrivant à ce webinaire, vous recevez également une plateforme démonstration gratuitement. Donc n'hésitez pas à tester vos stratégies de money management justement. Ça pourrait être intéressant. Sachez que nous vous préparons également avec les équipes donc d'EliFX des webinaires éducatifs à ce sujet, qui seront bien sûr qui auront lieu théoriquement à la rentrée et tout au long donc du troisième trimestre de la seconde partie de l'année donc 2017 dans les mois à venir.
Ah, bien sûr, hein, cet exemple que je donnais sur l'euro-dollar ne veut pas dire que je suis baissier sur l'euro-dollar sous ce niveau de résistance. C'était simplement un cas scolaire, un cas basique théorique, j'ai envie de dire, simplement pour vous expliquer, euh, entre guillemets, comment fonctionne généralement le money management. En tout cas, comment, du moins, déterminer un ratio R3. Alors, Jean-François, bonjour, que pensez-vous? Alors, du café achat 119 effectué le 23 juin. Donc maintenant, en break-even, on est parvenu à tester les 129 qui ont tenu possible TP target price à 143 puis 65. Qu'en pensez-vous? Merci. Écoutez, malheureusement, mon cher Jean-François, je ne suis pas le marché du café. Mais je serais ravi justement que vous me partagiez votre graphique pour en faire part à nos auditeurs ou également sur Twitter. Bah, n'hésitez pas justement à me poster votre graphique, votre analyse graphique. Bah, voilà, en effet, hein, il y a également des opportunités autres que sur les marchés les plus volatiles, donc notamment sur le café et sur les matières premières un peu moins échangées. Et bah, c'est en effet toujours intéressant et je serais ravi justement d'apprendre de votre graphique. Donc n'hésitez pas sur Twitter, @yoavnizar. Alors je pense avoir fait le tour des questions, si je ne m'abuse. Non, il y en a d'autres, pardon. Jean-Yves. Bonjour, Yoav. Je pense que la paire euro-dollar va retracer. Bah, c'est probable, hein, finalement. Bah, c'est probable, puisque comme j'ai expliqué techniquement, il y a une courte résistance qui prend forme. Le marché est sur ses plus hauts. Il a fortement progressé ces dernières semaines. Donc, c'est possible finalement qu'en fin de semaine, il retrace. Alors après, tout dépend de votre horizon de temps. Moi, je pense, comme j'ai expliqué, pour que la hausse soit relancée de manière significative, il faudrait qu'il y ait, selon moi, un franchissement de cette zone 1,1735, 1,1775. Donc on verra, c'est probable, c'est probable. Le marché en tout cas est sous un niveau de résistance, donc ces niveaux sont toujours des niveaux intéressants à gérer. Jacques, est-il bon pour l'économie française, donc le CAC 40, que l'euro est plus fort que le dollar? Pour les exportateurs, pas forcément. Pour les importateurs, probablement. Et Jean-Yves, pardon, Christine, bonjour, un point Nasdaq, s'il vous plaît. Avec plaisir, ma chère Christine. Et ce sera probablement la dernière question puisque l'heure avance. D'ailleurs, je vous remercie de votre participation à ce webinaire, mais également sur le chat. Merci également d'animer donc ce webinaire. Eh ben, le Nasdaq, très belle configuration journalière. Très beau seuil d'inversion de polarité. Magnifique, au point près. Merci Christine de m'avoir montré finalement de m'avoir permis de découvrir hein, ce graphique, ce chart. Donc le marché travaille en effet ce seuil d'inversion de polarité qui joue un rôle de résistance à présent au niveau de support à 5884 points. Donc en cas de cassure, prochaine cible, je la mets également en rouge sur mon graphique. Prochain seuil d'inversion de polarité à 5800 points qui est un seuil symbolique. Donc vous voyez, ça se correspond. Très beau seuil. Toutefois, sur support, le marché pourrait rebondir et retrouver donc les 5965 points, qui est tout simplement le niveau de clôture et d'ouverture de la séance d'avant-hier et d'hier. Voilà, ma chère Christine, pour cette analyse technique. Alors, je pense avoir fait le tour des questions. Merci à toutes et à tous de votre participation. Alors, on se retrouve mardi à 14h30 pour un nouveau webinaire de nouvelles stratégies. Je vous rappelle également que vendredi prochain, il y aura un live spécial NFP. Donc, je vous invite à vous inscrire sur un lien que vous pouvez retrouver donc sur le site dailyfx.com/français. Ce sera un webinaire qui sera effectué et réalisé donc par mon collègue et analyste Valentin Offrand, donc vendredi prochain à 14h30. Notez les chiffres de l'emploi. Donc, quant à moi, on se retrouve tout de suite sur les réseaux sociaux, Twitter, @yoavnizar, notamment. Testez vos stratégies sur les plateformes démonstration et Gmarket que vous avez reçues. Et on se retrouve donc de vive voix mardi à 14h30. Je vous attends nombreux. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour DailyFX France. Bon week-end.